Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, il y a un nouvel épisode aujourd'hui, t'as vu, c'est incroyable ça. Non, c'est pas si incroyable. On est jeudi, il y a un nouvel épisode, et dans celui-ci, on va parler, je ne vais pas parler seul, on va parler de nomadisme digital, de comment se lancer dans un projet, comment être préparé un petit peu, mais pas trop non plus, et oser surtout se lancer, et comment est-ce qu'on peut faire pour s'autodiscipliner dans un processus de travail, notamment quand on se retrouve seul à devoir faire quelque chose. On va prendre ça dans le contexte du nomadisme digital parce que c'est ce qu'on connaît et que mon invité et moi-même travaillons seuls très souvent. Et évidemment, c'est applicable pour n'importe quel type de projet pour lequel t'as envie d'essayer de t'imposer un cadre à toi-même. Et quoi de mieux que nos styles de vie respectifs à ce cher Nico et moi pour élaborer un petit peu là-dessus, car dans cet épisode, qui est filmé d'ailleurs, avec Nico, mon très cher associé, on se repose, une année après avoir enregistré déjà un épisode tous les deux, on se repose pour discuter de tout ça. Cet épisode a été enregistré à Bordeaux quand j'y étais à la fin octobre, et genre une fois par an on se voit avec Nico et la team, et du coup c'était l'occasion de se faire un petit podcast filmé à deux. On commence très rapidement par poser très vite le contexte de ce qu'on fait en fait, tout simplement, de lui et moi, de notre rôle au quotidien et de notre travail, et ensuite on va directement plonger un petit peu dans le vif du sujet. On va parler un petit peu de nos premiers pas dans le nomadisme digital, et notamment on va se concentrer sur Nico, parce que moi c'était pas très intéressant, j'en ai déjà parlé. Nico qui était dans l'armée, qui avait une carrière militaire professionnelle très cadrée pendant 5 ans, et qui, pas du jour au lendemain, et on va voir exactement comment ça s'est passé, mais éventuellement s'est retrouvé à être son propre patron. Il n'y avait plus de sergent qui lui donnait des ordres. Il a dû réussir à s'autodiscipliner lui-même et de passer d'un extrême à l'autre. Et il va nous raconter un petit peu comment il a vécu tout ça, c'était très intéressant. On discute des peurs qui sont liées à lancer un projet pareil. Comment est-ce qu'on peut éventuellement s'y préparer? Quel est le degré de préparation qui est le juste milieu dans tout ça? Comment anticiper et mettre les chances de son côté? C'est bien joli tout ça, mais au bout d'un moment, il faut se lancer quand même dans le vide. On va parler de tout ça, c'est très sympa. On va approfondir un petit peu sur les avantages et les inconvénients qu'on remarque, nous, dans notre style de vie qui peut être un petit peu nomade, c'est-à-dire t'es tout seul, tu fais ce que tu veux, mais il n'y a pas que des avantages à ça, contrairement à ce qu'on a l'habitude de visualiser, surtout avant de se lancer. On discute clairement du processus de tout ça, comment Nico il a vécu ça principalement, et tu vas voir la mentalité qu'il a, et ça en dit long sur le fait que ça ait marché, parce que voilà, il a fait les choses efficacement, il a fait les choses intelligemment, je pense. Et c'est bien joli de faire les choses intelligemment. Au bout d'un moment, il faut aussi se lancer. Et on discute de tout ça. On discute aussi, du coup, de ce cadre qu'on doit et qu'on peut, mais qu'on doit s'imposer, qu'on doit s'auto-imposer quand on se lance dans quelque chose comme ça, ou quand on se lance dans n'importe quel projet. On va comparer un petit peu nos routines et nos journées respectives avec Nico, tout ça pour se rendre compte qu'elles sont assez différentes. On va pouvoir élaborer là-dessus, et c'est très sympa, on discute un petit peu là-dedans. On essaye de donner un petit peu des tips, des pistes sur comment s'autodiscipliner, comment se créer une routine à son image, et voilà ce dont on va parler dans cet épisode. Et juste avant de partir dedans, j'ai une toute petite annonce, un petit remerciement global. On est le jeudi 2 décembre quand j'enregistre cela, et Spotify ont sorti leur petit wrap de fin d'année où tu peux savoir combien de minutes tu as écouté telle musique, combien de minutes tu as écouté tel podcast, et énormément de gens la nuit dernière ont tagué mon podcast dans leur story Instagram pour montrer que c'était le numéro 1, le numéro 3, le X minutes. Quelqu'un avait, le record c'est 6000 minutes et quelques en écoutant tous les épisodes, un truc de fou, et ça m'a fait très très plaisir de voir tout ça, et je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de partager le podcast de cette façon également, ou de n'importe quelle façon, parce que c'est comme ça que y a des gens qui regardent le podcast et en entendant parler d'une façon ou d'une autre, et j'ai fait de mon mieux d'ailleurs pour répondre à chacune de ces personnes individuellement sur Instagram. D'ailleurs, j'espère que je t'ai répondu si tu m'as écrit, sinon je vais y retourner tout à l'heure, mais j'ai fini tard la nuit dernière pour pouvoir répondre à tout le monde. Voilà,
merci encore beaucoup. J'en profite aussi pour une toute petite annonce, c'est que vers la fin de l'année, je pense faire un petit épisode FAQ où je vais répondre à pas mal de questions que toi, qui m'écoutes, tu pourrais avoir. Et tu pourrais avoir envie d'avoir mon avis là-dessus, éventuellement, pour une raison ou une autre. Je te le donnerai avec grand plaisir si tu veux. Tu peux aller sur ericflack.com/podcast et enregistrer un petit message vocal comme ça, que moi je vais écouter tout seul dans mon coin, juste toi et moi en pleine intimité. Et si tu es d'accord, bien sûr, si tu m'envoies ce message, je pars du principe que tu es d'accord, que je puisse éventuellement le mettre dans cet épisode et qu'on puisse faire un petit épisode convivial comme ça, tous ensemble. Voilà, je me réjouis de tout ça. Quoi qu'il en soit, on se lance tout de suite dans cette discussion avec ce cher Nico. Mais après, c'est vrai que je remarque quand même que le travail est plus efficace quand je suis focus chez moi, sur mon bureau. Il n'y a rien de plus efficace. Ouais, quand t'es tranquille tout seul devant ton ordi. Petit café, petite burrita, tu vois. Putain, Nico, mais c'est petite paille en acier, tu vois. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, je pense, parce qu'on est les deux, on est pareil. Moi, c'est la même chose, tu vois. Un peu solitaire et sauvage dans l'âme, tu vois. C'est peut-être ça, hein. Ouais, je me reconnais solitaire et sauvage. Sur le thème sauvage. On pourra lancer une nouvelle boîte, on l'appellera comme ça. Solitaire, c'est quoi, une marque de parfum, un truc du genre. Ouais, parfum, solitaire et sauvage. Bah, du coup, on a un petit peu introduit un tout petit peu le sujet de l'épisode. Hein. Être seul chez soi devant son ordi, ça fait un petit peu partie de ce dont on va parler aujourd'hui. Là, du coup, je suis à Bordeaux avec Nico. Nico, c'est mon associé. C'est le mec avec lequel on a fondé la boutique Eric Flag il y a 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. Et t'étais un des premiers à venir sur le podcast dans l'épisode numéro 9, d'ailleurs, qui était sorti l'année dernière. Et t'as vu, 1 an après, le podcast est toujours vivant, j'ai pas abandonné tout ça. Il est toujours vivant, je suis presque un ancien dans le domaine du podcast, du coup. Mais t'es clairement un ancien. Il y a vraiment de l'émotion palpable, tu vois. Ouais. Et là, ça fait 4-5 jours que je suis descendu à Bordeaux, La Rochelle, pour qu'on bosse ensemble, parce qu'on se voit quasiment jamais. Pourquoi ? Parce qu'on bosse chacun de notre côté à distance. Et c'est justement le sujet un petit peu de cet épisode. Je me suis dit, bon, il y a Nico. En plus, maintenant, j'ai envie de faire un petit peu des épisodes interviews, discussions en live. Et filmé éventuellement, donc cet épisode est disponible sur la chaîne YouTube en format vidéo, si tu veux nous voir parler, là, tu vois, je regarde la caméra, tu peux le voir. Je regarde aussi, je suis là. Il est aussi là, Nico, et on la regarde, on se regardera un petit peu tous les deux aussi et tout, mais comme ça permet, voilà, si vraiment t'as le temps de nous regarder et que tu veux vraiment faire part de la discussion, eh bien regarde la vidéo, mais sinon l'idée ça reste un podcast. J'espère que t'as pas trop la pression, Nico, ça va ? Ça va. Ça va, pas trop ? On tempère. On tempère. Non, parce que dans notre collaboration avec Nico, en fait, il y a vraiment une grosse séparation des compétences et de ce qu'on fait au quotidien pour faire tourner cette boutique. C'est que vraiment, moi, je suis bien plus dans le créatif, dans le marketing, la com, tu vois. Moi, je suis un peu, je suis l'influenceur du truc. Moi, je pose un peu ma tête, je fais les stories, je conçois les produits aussi, vu qu'on fait des produits de street et tout. Et Nico, il est beaucoup plus dans tout ce qui est opérationnel. Et puis justement, ça va être un petit peu intéressant avec le sujet du jour. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat, de nomadisme digital et de quelle est notre expérience vis-à-vis de ça, parce que non seulement on travaille en équipe, mais on travaille seul et on travaille beaucoup seul. L'avantage, c'est qu'on est un petit peu indépendant géographiquement. Ça fait partie des trucs qu'on va pouvoir en discuter. Et pour revenir un petit peu, juste poser un petit peu le contexte, alors moi je pense que la plupart des gens, ils réalisent un peu ce que je fais. Qu'est-ce que toi tu fais au quotidien ? Parce que du coup, on est d'accord, moi je le sais, mais je vais le répéter, tu bosses du coup à plein temps sur la boutique. Ouais, c'est ça, effectivement, je travaille à plein temps sur la boutique, donc qu'on a cofondé ensemble il y a un peu plus de 3 ans maintenant, comme tu disais. Moi je me charge effectivement davantage de la partie opérationnelle, et c'est la partie qu'on voit un petit peu moins, en l'occurrence tout ce qui est contact avec les fournisseurs, recherche de fournisseurs, gestion un petit peu logistique de nos flux de produits, et puis essayer de faire en sorte que la boutique fonctionne bien aussi sur le côté un peu arrière que personne voit. Donc c'est vrai qu'on est vachement complémentaires à ce niveau-là, et puis on fait des tâches radicalement différentes aussi. Ouais, et puis on fait pas 2 fois la même chose entre guillemets. Enfin, généralement ce que toi tu fais, moi je suis pas hyper bro. Ce que moi je fais, j'aime penser que réciproquement. Réciproquement. Je suis pas un créateur de contenu particulier. Alors je sais pas encore, c'est possible. Pas encore, mais je suis en train de le former là. Je vais concurrencer bientôt. On est allé s'entraîner ensemble ces jours, on a fait des stories d'entraînement et tout, donc j'essaie de le former. On fait des échanges de compétences pendant ces... J'ai encore des courbatures particulières. Mais ouais, du coup, techniquement, on est des nomades digitaux. Alors, je sais pas si toi, tu t'es vraiment considéré comme ça depuis le temps,
mais c'est un petit peu techniquement ce qu'on pourrait dire, et le genre de style de vie qu'on a adopté. Sauf que toi, on avait parlé un peu de ton parcours dans le premier épisode, qui est du coup dispo, mais pour en revenir rapidement, toi, t'étais militaire sur le terrain, t'as lancé ta première boutique e-commerce tout seul, jusqu'à ce qu'on vienne ensuite à en lancer une tous les deux et que tu quittes ton travail de militaire. Donc sur le terrain, tous les jours, dans différents endroits, même envoyé parfois 3 mois à l'autre bout du monde pour faire des missions. Et du jour au lendemain, tu te retrouves, je travaille tout seul chez moi devant mon ordi, entre guillemets, n'importe où. Comment est-ce que t'as vécu, toi, ce changement? Parce que c'est quand même vachement différent. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Je suis passé d'un milieu où je côtoyais constamment du monde à un domaine en fait où j'étais amené à travailler seul derrière l'ordi. Pour le coup, je l'ai plutôt bien vécu. La transition, je ne garde pas de souvenir particulièrement spécifique de cette transition-là. Moi, c'est quelque chose qui me convient bien parce que je suis un petit peu solitaire, un petit peu... ça ne me dérange pas de travailler seul en tout cas. Et puis non, après, j'ai la chance d'avoir un projet dans lequel je crois vraiment et qui me plaît et qui me passionne. Donc non, ça n'a jamais été une complexité particulière de travailler seul et de travailler tout court sans avoir personne derrière qui vient pousser. Donc non, plutôt bien. Mais t'as fait ça progressivement, hein, c'est ça, parce que tu commençais, je me souviens, quand on avait lancé le truc au début, t'étais où? T'étais à Mayotte ou en Guyane ou je sais plus où. Donc t'étais à l'autre bout du game, tu devais bosser en plus toute la journée, t'avais des missions, et à côté, t'étais sur l'ordi. Ouais, je cumulais un petit peu les deux au début, parce que forcément au début, il a fallu lancer un peu l'activité, et puis au tout début d'une entreprise, c'est pas les périodes les plus propices pour forcément se rémunérer et réussir en vie directement. On en parlera après. J'ai cumulé un petit peu les deux activités au début, déjà pour tâter un petit peu le terrain sur la nouvelle, et puis quitter progressivement la première. Ce qui m'a permis aussi de réussir à me lancer un petit peu plus facilement aussi, parce que j'avais une petite sécurité derrière moi. Et puis, c'est vrai que je cumulais les deux, donc je faisais mes petites patrouilles la journée, et le soir, je travaillais sur la boutique Eric Flag avec Eric ici présent. Donc, non, j'ai effectivement le cumul des deux, ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es mis de plus en plus à bosser là-dessus en parallèle, mais quand même, du jour au lendemain, t'es quand même allé poser ta démission et t'es plus retourné... Non, c'est vrai. T'es plus retourné bosser. Ça t'a fait quoi, au moment où t'as posé ta démission, tu rentres chez toi, puis là t'es là, ok, maintenant j'ai plus d'horaire en fait, j'ai plus d'obligations pures et dures de gens j'ai plus de sergent-major ou je sais pas quoi qui va me dire, tu fais ça et puis tu fermes ta gueule. Disons que c'était justement une des parties qui commençait un petit peu à me saouler et qui était aussi un des motifs pour lesquels j'ai vraiment choisi de quitter ça, c'est que en fait le domaine dans lequel j'évoluais me plaisait plus vraiment. Et le nouveau domaine que j'avais découvert me plaisait vraiment pas mal. Donc, effectivement, je suis allé poser cette démission. T'étais confiant quand même J'étais confiant dans le sens où j'ai eu la chance de pouvoir cumuler un petit peu les deux pendant un petit moment. Donc, j'avais un petit peu de visuel sur la chose dans laquelle on se lançait tous les deux. Après, c'est vrai que je suppose, même si j'ai pas de souvenirs particulièrement précis de ça, mais je suppose que les moments qui ont suivi, j'ai dû me dire, j'espère que j'ai fait le bon choix et j'espère que je vais pas le regretter, quoi. Quand même. Mais après, t'as pas le choix, tu te donnes à fond et puis tu te dis, maintenant j'ai plus le choix. J'ai quitté ça et puis il faut absolument que ça marche. Il faut que ça marche. Pas le choix de réussir ou pas. Ça met une certaine pression une bonne pression, résultat derrière. Qui est une bonne pression. Ouais. Parce que là, juste pour poser le contexte, on avait commencé tout ça mi-2019. Ouais. C'est mi-2019 ? Oui, c'est ça ? Ouais, non, les premiers produits. Déjà en amont. Déjà en 2018, on avait commencé en 2018 à fonder la marque, à fonder la société, tout ça. 2019, les premiers produits. Et c'est début 2020 que tu as posé la démission, que tu t'es mis à 100% sur la boutique. Sachant même que, pour la petite anecdote, en 2020, on s'est rémunéré le minimum à la fin de l'année. Donc il fallait quand même... Ouais, effectivement. Il y avait quand même un petit peu de pression. On n'était pas... Ça roulait pas tout seul, mais on était confiants. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on travaille à fond il fallait qu'on bosse. Il fallait quand même pouvoir manger. T'avais pu poser quelques économies, ce qui te laissait un peu de marge sur une année, en fait. C'est ça. T'avais à peu près une marge. Une année de marge, à peu près. J'avais économisé un petit peu en amont pour pouvoir venir sur plusieurs mois. Et j'avais grosso modo entre 10 mois et un an d'avance. Donc je pouvais voir venir un petit peu. Okay, ouais. Et puis c'est ce qui a permis quand même d'être un peu plus serein. Mais en même temps, tu te dis, bon, dans 10 mois à 12 mois, j'aurai plus rien. Donc vraiment, il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir taffer. Il va falloir réussir, en fait. Il va falloir réussir, exactement. Franchement, ça fait aussi partie des choses dans ce domaine-là qui sont ultra motivantes parce que
si tu as vraiment envie de mener à bien ton projet, tu n'as pas le choix de le réussir ou pas. En tous les cas, de te donner à fond pour maximiser tes chances. Et, au moins te dire, bah, j'ai vraiment essayé, quoi. J'ai vraiment Parce essayé. que c'était pas une garantie ni pour toi, ni pour n'importe qui, c'était pas une garantie. Et pour personne, non. Mais disons qu'en travaillant à fond dans un projet, en l'étudiant bien en amont, bah, tu maximises tes chances. Tu ne pourras jamais être sûr à 100% que ton projet fonctionnera. Tu pourras jamais. Mais il faut l'essayer et puis rien laisser au hasard. Ouais, c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. On va revenir un tout petit peu là-dessus, on va essayer de décortiquer quelques petits points liés à tout ça, histoire de pouvoir essayer de donner un max de valeur à toi qui nous écoutes, au cas où ce serait quelque chose qui pourrait t'intéresser, et aussi pour essayer de déconstruire un tout petit peu le mythe du nomade digital, parce que le cliché, tu vois, et moi je me suis un petit peu reconnu là-dedans. Alors, tu vois, l'idée c'est de discuter un petit peu, là on a parlé un petit peu de ton parcours et comment toi t'es tombé là-dedans. Moi je vais m'abstenir de raconter ma partie de l'histoire parce que je l'ai déjà suffisamment raconté, comment je me suis retrouvé à être devant un ordi et faire des vidéos. Moi j'ai eu cette transition depuis les études. Mais c'est vrai que je voyais un petit peu là-dedans le cliché qu'on dit le nomade digital, c'est qui ? C'est le mec, il est au bord d'une piscine sur une île paradisiaque, il a son ordi, il gagne sa vie comme ça, il bronze en même temps, et puis voilà, toute la vie est belle, c'est facile, c'est le rêve. En fait, c'est un peu le job de rêve. On voyage et on gagne sa vie en voyageant. C'est ça. Est-ce que toi, du coup, tu t'es vu là-dedans ? Comment est-ce que t'as... Je suis d'accord avec toi que c'est le cliché que quand on parle nomade digital ou quand on parle entrepreneuriat digital, ouais, c'est vraiment le stéréotype qu'on a. C'est la personne qui peut voyager, qui peut travailler à l'étranger, tout ça. Moi, ça t'a attiré, toi, ça ? C'est quelque chose qui a pu m'attirer. Après, moi, c'est pas forcément cet esprit de plage, cet esprit forcément voyage et tout ça, dans un premier temps. Ce qui m'a vraiment attiré, c'est de me dire que je passais d'un milieu, le milieu de militaire, où concrètement, j'avais pas vraiment de vie privée, je gérais absolument pas mes horaires, j'étais dans un monde où on m'imposait tout, en fait. De passer de ça à un monde où je peux gérer mes horaires. C'est ça, en fait. T'es vraiment passé d'un extrême à l'autre, en fait. Parce que c'était même pas seulement un taf 8h, 17h comme tout le monde. C'était un taf où c'était l'armée, quoi. L'armée, c'est connu pour avoir un cadre ultra rigide, quoi. C'était un travail dans lequel, en fait, je savais pas une semaine à l'avance si j'allais être en vacances ou pas. Tu vois, je connaissais mes vacances. Il fut un temps, au tout début, je les connaissais quelques semaines avant. À la fin, je les connaissais une semaine à l'avance. Donc je suis passé d'un moment, d'une période où j'avais des horaires plus ou moins fluctuantes et des vacances plus ou moins fluctuantes et imprévisibles, à un moment où en fait, je fais une activité qui me permet moi-même de gérer mes horaires. Alors il faut être hyper rigoureux avec ça, on va y revenir après, mais en fait c'est l'extrême et l'autre en fait, tu vois. Et est-ce que cette liberté là-dedans t'a attiré ? C'est ça qui m'a attiré, c'est de pouvoir du jour au lendemain me dire, écoute, si j'ai envie de faire ça à tel moment, je peux le faire, et puis je travaille, et puis je cale le travail avant, après, et en fait pouvoir adapter mon emploi du temps, c'est ce qui me faisait rêver. Tu vois, pouvoir me dire que je pourrais planifier éventuellement quelque chose quelques mois à l'avance, et puis en plus pouvoir me dire, écoute, je peux gérer mes horaires comme je veux, c'est ça qui m'attirait particulièrement. Là pour le coup, t'avais la liberté sur ton temps que j'avais jamais eu dans mon domaine précédent. Ouais, parce que t'avais fait quoi, 4-5 ans quand même. 5 ans, ouais. 5 ans dans l'armée, ouais. Ouais, j'imagine. Mais ça t'a pas fait peur, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, le cadre, c'est rassurant. Et justement, le cadre, ça fournit une certaine stabilité aussi, comme le salariat, on dira, quand t'es employé quelque part, t'as la stabilité du salaire, t'as la stabilité dans pas mal de choses. Et le fait de se dire, c'est moi qui gère tout, ça veut dire que si je fais rien, il se passe rien, personne va rien m'imposer, il y a pas de délai. Ça t'a pas eu peur de pas réussir à t'autodiscipliner ? Pas particulièrement. Ouais. En fait, la chance que j'ai eue peut-être à ce niveau-là, c'est de pouvoir cumuler un petit peu les deux activités. Et puis aussi, c'est d'avoir été dans un domaine où, au final, on m'a forcé à devenir ultra rigoureux, à être discipliné, parce que c'est un domaine, le domaine militaire, t'es obligé d'avoir de la rigueur et de la discipline, et on te l'inculque. Et si tu veux pas te l'inculquer, on te l'inculque de force, tu vois. Donc t'as pas le choix. Et du coup, je suis sorti de là avec une rigueur plus ou moins naturelle et ancrée chez moi. Et du coup, j'avais pas particulièrement peur de pas être rigoureux dans mon travail par la suite. Donc ça, c'est des valeurs au final que j'avais peut-être déjà avant, mais qui ont été amplifiées et qui m'ont peut-être rassuré à ce niveau-là aussi. Ouais. C'est vrai qu'en fait, ils t'ont quand même à l'armée, j'imagine, forgé. Enfin, je pense que ça forge le caractère et la discipline derrière. Enfin, si t'arrives à suivre aveuglément, entre guillemets, les ordres du supérieur sans remettre en question quoi que ce soit, si t'arrives à te mettre à la place de ce supérieur derrière, entre guillemets, tu t'imposes ça, tu te tais et tu le fais, peut-être que... Est-ce que t'as l'impression que ça t'a aidé quand même j'ai l'impression que ça a renforcé certaines valeurs chez moi, notamment rigueur, discipline. Ouais. Je sais pas comment je serais à l'heure actuelle si j'y avais pas été. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça en vrai. Mais c'est vrai que ça a renforcé ça certainement, et puis ça a dû être des choses qui m'ont permis aussi de me rassurer moi,
en me disant que voilà, j'étais rigoureux et puis le projet me plaisait, donc j'allais me donner à fond. Et non, je pense que c'est important. Et puis non, c'est vrai que j'ai pas spécialement anticipé négativement et puis eu peur de ça. Ouais. Moi, je t'avoue que ça m'attirait pas mal dans l'idée, le fait de pouvoir aller travailler sur la plage. À la plage. Ça m'a vendu du rêve Bali, au début. tout ça. En réalité, ça m'a vendu du rêve aussi parce que moi, j'étais en Suisse et que je me suis dit, bon, bah, déjà en Suisse, gagner ma vie sur Internet, ça va être super dur. C'est pas ultra approprié comme pays. En plus, non, c'est un pays pas où le coût de la vie est cher. Voilà, donc c'était mal barré. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être aller m'expatrier en Thaïlande comme d'autres entrepreneurs digitaux, créateurs de contenu ou nomades et tout, que j'écoutais en podcast, en vidéo. Ils étaient à Bangkok, ou à Chiang Mai ou je sais pas où, Vietnam. Et puis, je me disais, ouais, là-bas, t'as quoi, 500 €, tu vis assez bien, je pense, 500 € par mois. Ça m'a un petit peu vendu du rêve. Et ensuite, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'expérience que ça m'en vendait pas tant que ça. Ouais. Et que même si ça m'avait motivé un petit peu au début, clairement, c'était pas une fin en soi pour moi. Parce que si je me trompe pas, t'étais parti en Thaïlande faire un voyage. Je suis parti ouais, j'étais en vacances. J'étais juste en vacances avec eux. Et le mode de vie que t'as pu observer vite fait là-bas, ça t'a pas vendu spécialement du rêve pour... Bah oui, mais pour des vacances, tu vois. C'est vrai que moi... Il faut se projeter pour le travail. Ouais, c'est comme quand j'ai été visiter Elio à Barcelone en avril. J'ai du mal. Alors c'est peut-être parce que je me suis pas mis dans le mood. J'y vais, je vis et je travaille là-bas. Tu vois, j'étais un peu plus dans le mood. J'y vais, je bossais un peu plus vacances. Mais pour moi, ces endroits avec la plage et tout ça, c'est l'esprit vacances. Du coup, je me demande, est-ce que je serais capable... Trop tenté d'aller à la plage? Ouais, parce que moi, chez moi, quand il fait beau et que je travaille, j'ai trop envie d'aller dehors, tu vois. Je me dis, et quand il fait beau, je suis beaucoup moins efficace au travail. Donc, je me dis, si j'habite sur la plage et sur une île, est-ce que je vais être capable de... Ça peut être un point négatif, ouais, c'est vrai, j'avais pas en penser. Mais... En plus, il y a le confort de... j'ai moins besoin de gagner ma vie, entre guillemets, pour pouvoir vivre ici. Je sais pas, j'ai jamais testé, mais... Ouais, mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut être une tentation. C'est vrai que quand t'es dans un appart qui pleut, qui fait grisonnant dehors, t'es plus tenté de bosser que si t'es à Chiang Mai avec... t'as moins d'options. Est-ce que t'es super motivé pour travailler quand il fait dégueulasse? Peut-être pas, mais tu dis quitte à rien foutre. T'as pas forcément d'autres choix ultra développés. On est d'accord. Pour revenir sur le fait que toi, du coup, t'as eu cette transition entre les deux, t'as pu te préparer un petit peu. Pour quelqu'un, la plupart des gens, c'est plutôt probablement l'option à conseiller, c'est pas de se jeter comme ça, tout plaquer et puis tenter ton truc à partir de zéro, c'est plutôt d'essayer de préparer le terrain et de voir tout ça. Comment est-ce que toi, quel conseil tu donnerais en fait à quelqu'un aujourd'hui qui est dans son activité, dans sa routine, qui a envie de changer, qui a peut-être envie d'essayer de se lancer dans un projet un peu entrepreneurial, ambitieux comme ça? Comment est-ce que tu conseillerais de procéder? Je lui conseillerais de cerner un petit peu ce qu'il a envie, de cerner son projet, d'analyser un petit peu le projet en profondeur, de voir ce qui se fait actuellement sur le marché. Bon, ça peut être un projet, de service, ça peut être un projet de n'importe quel type de projet en règle générale, mais voir si effectivement c'est un projet qui a sa place, s'il y a des chances de réussir à perfer dans ce domaine-là, voir un petit peu ce que font les autres personnes pour essayer éventuellement de se distinguer, faire ce qu'on appelle un business plan et puis analyser un petit peu ce qui peut se faire. Et puis après, voilà, je conseillerais de se lancer dans quelque chose dans lequel on est vraiment déterminé, quelque chose qui nous parle, avoir un pourquoi. Et puis une fois que tu as ça, que tu as réussi à cerner si la chose est vraiment intéressante, parce que c'est beau en fait d'avoir des convictions et être motivé dans quelque chose, il faut aussi que la chose ait du potentiel. Et je conseillerais d'avoir les deux en fait, et de vérifier que le potentiel est vraiment là, et que au moment où tu arrives au stade où tu as validé le potentiel, que tu remarques qu'il y a quelque chose à faire, et que tu es ultra déterminé dans ça, et je pense qu'une fois que ces deux choses sont combinées, il faut te lancer. Il faut te lancer, te donner à fond, et puis effectivement, si tu as la possibilité de faire les choses progressivement, un petit peu comme je l'ai fait moi, en cumulant éventuellement 2 emplois, ou au moins en ayant un petit peu d'avance financière pour assurer le début d'une activité, ça peut être un plus, ça peut permettre de rassurer et puis d'être dans une situation un peu moins précaire aussi. Donc voilà, je conseillerais un petit peu ça, quoi. Ouais, je pense que il faut trouver le juste milieu entre les deux. Il faut surtout pas tomber dans les deux extrêmes, à mon avis, parce qu'il y en a un qui est souvent dangereux, c'est celui où tu plaques tout et tu te lances tête baissée alors que t'es même pas vraiment sûr de ce que tu vas faire. Ouais. Et il y a l'autre plan, c'est il faut que je sois prêt à 1000%
avant d'oser commencer à me lancer. Clairement. Et tu perfectionnes le truc. Généralement, t'as un peu peur, en fait. T'as juste peur de te lancer, ce qui est totalement normal. C'est normal. Et donc, t'as envie de te over-préparer. Tu vois, c'est comme peaufiner ton programme d'entraînement pendant des mois, mais tu l'as toujours pas commencé. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. C'est un peu ce genre d'exemple un petit peu extrême. C'est, comme tu l'as dit, faire tes devoirs en fait sur l'ensemble des choses. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a moyen d'en vivre? Parce que le but, c'est clairement de remplacer ton activité professionnelle à terme par ça. Et ça peut commencer par je taffe là-dessus en dehors de mes heures et trouver quelque chose sur lequel tu as envie de taffer en dehors de tes heures. Il y a du matos pour avoir la détermination dont tu parlais derrière. Ouais, parce que c'est quand même pas le truc, il faut que tu aies l'impression que ce soit une corvée, tu vois. Si tu rentres chez toi le soir et que tu te dis putain, je préfère clairement aller regarder Netflix que de taffer un peu sur mon projet. Si c'est tous les soirs comme ça, c'est normal. Moi, je suis le premier à aller regarder Netflix le soir souvent. Mais il faut que en moyenne, ça avance un petit peu et que tu puisses goûter un petit peu tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même soit très progressivement relâcher les rênes. Il y en a, j'avais entendu des histoires de mecs qui avaient attendu d'avoir remplacé leur income, leur revenu ancien par leur nouvelle activité pour lâcher complètement avant de lâcher complètement l'autre. Ouais, c'est une bonne stratégie. Ouais. C'est une bonne stratégie. Après, c'est beaucoup de boulot, parce que c'est vraiment 2 jobs à temps plein, accumulés à côté. Les activités, c'est pas forcément ultra faisable non plus. Non, c'est pas forcément c'est vraiment ultra faisable. spécifique. C'est pour ça que c'est compliqué de donner des conseils. Chaque activité est différente. Mais si on veut un peu globaliser, je dirais ça. Et je te rejoins sur la peur de se lancer. Et une bonne façon de réussir à surmonter, ou en tout cas à minimiser un petit peu cette peur, c'est vraiment le projet de le décortiquer, de l'analyser et d'essayer de se rassurer en fait tout en essayant de rester objectif, mais analyser ton projet, voir les concurrents et voir en quoi toi tu peux apporter de la plus-value au système. Quelle est ta proposition de valeur unique, quoi. Et est-ce que vraiment ça a de l'intérêt? Et tout ça, c'est des choses qui peuvent permettre de te rassurer toi et te dire, bah tu vois, regarde ça, je l'ai validé, faire éventuellement des calculs de marge si tu vends quelque chose. C'est quelque chose qui peut te permettre de te dire, bah tu vois, mes marges sont bonnes, le concurrent fait ça, mais moi je pense que ce que je vais faire, ça peut proposer quelque chose de mieux au client. Et ben en fait c'est bon, donc maintenant je suis déterminé, et si tu restes focus, tu maximises tes chances. Ouais, c'est marrant parce que tu parles de ok, on analyse tout ça, regarde, tu vois, ça c'est comme ça, et quand tu dis tu vois, tu te parles à toi-même en fait. Ouais, clairement. En fait, c'est un calcul, à la limite, si ça se trouve, c'est pas utile dans le business, mais ça va te permettre juste de te donner la confiance, comme quoi aussi. Ça pourrait marcher en fait, ça pourrait vraiment marcher. Et ça peut impacter ta confiance en toi et en ton projet. Et j'aime autant dire que quand tu es tout seul à devoir faire les choses au début, il faut avoir un peu de confiance en soi et en le projet et en l'idée et en son aboutissement possible. Pour que ça puisse espérer marcher, quoi. Et pour reconstruire un tout petit peu là-dessus, un petit conseil évident en plus que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que toi, en plus, quand tu t'es lancé, c'est-à-dire t'es passé progressivement de l'emploi stable à l'auto-emploi un peu plus instable au début. Un petit peu plus instable au début, t'avais justement pris soin déjà, t'avais fait tes devoirs et ça, on y avait travaillé depuis un moment, même toi avant, ça faisait bien 2 ans et demi que tu faisais ça à côté. Je faisais ça, ouais. Je sais plus les dates exactes, mais c'est ça faisait presque, tu vois, quand même 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est pas rien, t'as le temps de valider un petit peu ton idée quand même et ta détermination. De commettre quelques erreurs au passage. Et d'en apprendre. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. Pour en faire moins quand tu te lances pour de bon. Mais pour limiter les erreurs faites avec Eric derrière. C'est beau. Alors, on en a fait encore après, mais ça fait partie du truc. Car évidemment, si tu veux partir dans un truc et faire 0 erreur, tu vas jamais te lancer, en fait, tout simplement. Mais ce que je voulais relever encore, c'est que malgré tout ça, tu avais quand même mis de côté de quoi tenir 10 à 12 mois de loyer, de bouffe et ok, il n'y a pas de raison que je me mette à paniquer financièrement avant au moins 6-8 mois. Et encore, il faudrait que dans 6-8 mois, j'ai l'impression qu'on régresse, tu vois. Donc il y avait ça, c'est se préparer un petit parachute comme ça. C'est bien de préparer le plan, c'est quand même bien de savoir qu'est-ce qui va se passer si jamais ça marchait pas, pour une raison ou une autre, et de te laisser un peu de marge de manœuvre, de te poser un petit délai, 6 mois, 9 mois, 12 mois, pour lancer ce truc, en sachant, si au bout de 12 mois ça marche pas, j'ai un certain parachute, dans le sens où déjà j'ai pu auto-subvenir à mes besoins pendant ce temps-là, mais éventuellement je sais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après, même si c'est juste, il me reste 3 mois pour trouver un taf, ça peut éventuellement le faire. Ça peut être une solution. Et c'est vrai qu'on a souvent peur de se lancer, et je voulais ajouter un truc que j'ai lu dans un livre que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais. Dedans, en fait, lui, il parle de ça, de se lancer là-dedans, et il parle d'un petit exercice à faire que je trouvais assez... je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus impacté et dont je me souviens le mieux dans ce livre, c'est qu'il disait qu'en fait, souvent, quand on veut se lancer, on le fait pas parce qu'on a peur, et on a peur, mais en fait, on sait pas de quoi on a peur.
Parce que quand on se pose la question, si je me lance là-dedans et que ça foire complètement, quel est le pire scénario dans lequel je puisse me retrouver? Ouais. Et en fait, alors des fois, et c'est là que c'est une question très intéressante à se poser, parce que on a peur, c'est un peu inconscient, et si on essaie de former un petit peu, formuler, conscientiser et réaliser cette peur qui pourrait se... Tu vois, si on a peur, c'est qu'on a peur de quelque chose. C'est quoi cette chose dont on a peur? Ouais, Parce c'est que, intéressant. tu vois, si tu te dis, bah au pire... ça foire complètement, bah, il faut que j'aille demander à mes parents si je peux dormir sur leur canapé. Je pense qu'ils diront oui, donc je me retrouverai pas à la rue et je devrais trouver un taf depuis le canapé de mes parents pour reprendre ma vie en main. Bah là, ton ego, il va en prendre un coup, ton statut social, il va en prendre un petit coup, mais tu vas t'en remettre, tu vois, ton intégrité physique ne sera pas remise en jeu. Si tu sais que tu finis à la rue et que tu risques toutes tes économies, là, c'est bien plus grave et dangereux d'assurer ses arrières. Ouais. Mais tu vois, en fonction c'est important de mesurer ça, c'est clair. Et puis, ce que tu risques dans n'importe quel des scénarios. Et puis, mais je pense que la peur principale, peut-être, après, chaque cas est indépendant, mais c'est simplement la peur d'échouer aussi. Parce que l'échec, bah, personne n'aime l'échec, parce que l'échec fait mal. En plus, il sera plus ou moins public. Et ça fait mal quand les autres t'ont vu échouer. Quand on a un projet, qu'on l'annonce, qu'on essaie de le mener à bien et que c'est échec, ça fait mal. Ça fait mal à l'ego aussi, parce qu'il faut... Bah, toutes les personnes qui te disent alors ton projet, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne quoi? Bah écoute, je dors sur le canapé de mes parents. Et toi, comment tu vas toi? C'est là qu'il faut être capable de se dire, mais au moins j'ai essayé, entre guillemets. C'est clair, c'est super important. Parce qu'il faut pas oublier, ça c'est le pire scénario. Mais tu peux aussi il faut pas trop y penser bien sûr. Mais quel est le meilleur scénario? Le meilleur scénario sans que tu deviennes président ou milliardaire, tu vois, ce serait je peux faire ce que je veux de mes journées, je gagne ma vie, mon projet passion, je kiffe, je me réveille tous les matins, je travaille pas en fait, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. C'est clairement le meilleur sentiment que tu puisses avoir. Tu t'épanouis au quotidien, parce qu'on va pas se le cacher, le travail dans notre vie, ça représente la majeure partie du temps. Et puis réussir à s'épanouir dans ce que tu fais, c'est être plus heureux dans sa vie. Et puis non, c'est génial en fait. D'autant plus, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression d'être là en ce moment, donc j'avoue que c'est un sentiment très cool. Je le partage. D'être maître de son temps et que parfois, voilà, il y a des preuves, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de preuves, mais ça peut marcher aussi. Et suivant ce que tu as risqué pour peut-être que ça marche, ça peut valoir la peine de perdre 6 mois sur ton CV, un peu d'argent et un peu de statut auprès de tes potes, mais c'est risqué, c'est pour ça que ça a de la valeur, hein. S'il y avait pas de risque-rendement, c'est bien connu, plus il y a de rendement, plus il y a de risque, quoi. Et l'avantage du risque aussi, c'est que c'est une petite barrière à l'entrée, donc ça permet de limiter un petit peu le nombre de personnes qui va se lancer, et puis de limiter potentiellement aussi la concurrence derrière, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des projets, malheureusement il y en a peu qui se lancent, donc réussir à cerner la chose, réussir à te motiver, à te discipliner et à donner le maximum pour réussir à être heureux dans ce que tu fais, je pense que c'est la plus belle chose que tu puisses faire. Et puis, ça vaut la peine d'essayer. Moi, je le conseille en tout cas. Je pense que ça vaut la peine d'essayer dans les bonnes conditions, et je pense qu'on a essayé de donner un petit peu quelques conseils pour pas dire suis tes rêves, crois en ta passion, lance-toi demain. Non, il faut rester cohérent. Il faut rester cohérent et il faut trouver le juste niveau de préparation et de sécurité là-dedans, mais je pense que ça vaut la peine de tenter quelque chose. Et une fois que tu as tenté, éventuellement, ça peut marcher. Pour en revenir un petit peu à ce côté nomade digital, toi, Nico, dis-moi, à quoi ressemble ta journée type? Ma journée type, c'est une routine de travail qui est assez régulière du coup, pour revenir à ma routine. Je me lève assez tôt le matin, pas à 5h du mat, mais aux alentours de 6-7h. Et puis j'essaie d'orienter mon travail un petit peu de la meilleure des façons, adaptée à moi pour travailler plus efficacement et intelligemment pendant la journée. Toi, ton travail, on est d'accord, je le rappelle, toi c'est que devant l'ordi. C'est que devant l'ordi, téléphone, vite fait. C'est ordi, téléphone, et en tout cas c'est chez moi tout seul. Donc il faut être ultra discipliné. Donc je me réveille assez tôt le matin, je fais une portion de travail de approximativement 3 heures. Je vais à la salle de sport, je vais au travail, je mange, je travaille, petite pause, je travaille, et puis après c'est fini. Il y a beaucoup de jeux de travail là. Il y a beaucoup de jeux de travail. Après voilà, c'est important, en tout cas au début d'une activité, quand tu as un projet que tu as validé et dans lequel tu t'es lancé, de te donner à fond, parce que si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et c'est ça la grosse différence avec le milieu du salariat, où au final on te pousse au quotidien, et où tu peux te permettre, si tu es dans une boîte, et encore plus facilement dans une grosse boîte, à faire des journées où tu donnes pas forcément à fond. Et là, dans l'entrepreneuriat, il y a personne qui te poussera. Et si tu le fais pas à fond,
en tout cas au début. Suffisamment à fond, en moyenne suffisamment à fond. En moyenne Parce suffisamment à qu'évidemment, fond, bien sûr. il y a des coups de mou des fois, non, mais t'as pas envie. on est humain, Voilà, c'est clair. évidemment, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, au début d'une activité... Il faut pas que la première journée où t'es un peu démotivé, tu dis ça y est, je suis cul de merde, Non, j'y arriverai jamais, j'en suis pas capable. Moi-même, j'ai pas envie de travailler plusieurs fois par semaine, quoi. non, mais c'est sûr. Non, mais je veux dire, en moyenne, avoir une rigueur, une discipline dans le travail qui fait que, dans tous les cas, que ça réussisse ou pas, tu seras super content d'avoir donné tout ce que tu veux et tu n'auras aucun regret en tout cas là-dessus. Et c'est super important de se discipliner et de travailler à fond dans ton projet, quoi. C'est vachement subjectif en réalité, tu vois. Subjectif, il faut que tu te donnes l'impression d'avoir mis les chances de ton côté quand même. Parce que comme ça, peu importe le résultat, c'est difficile d'avoir des regrets si tu te dis, écoute, j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment mis les chances de mon côté. J'ai essayé de me faire une routine. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir suffisamment essayé, travaillé, mis de choses de mon côté? C'est... parce que le but, c'est de se convaincre soi-même, quoi, quand même. Hein. Non, mais après, pour chaque personne, ça va être différent. Il y en a qui vont considérer le travail comme le volume horaire, il y en a qui vont considérer comme la qualité, il y en a qui vont considérer comme la réflexion en amont. Je pense que c'est un cumul d'un petit peu tout. Il faut travailler, certes, en volume, mais surtout, il faut travailler efficacement. Il faut essayer de trouver ta routine de travail, parce que je pense que le mot routine, il ne faut pas le voir dans le sens négatif du terme, où tu as des journées qui se ressemblent et c'est juste pourri. C'est pas monotone par définition. Mais je pense qu'il y a des actions à mettre en place quotidiennement qui te permettent déjà d'avoir une rigueur qui s'automatise un petit peu. Typiquement, pour moi, l'heure de lever et l'heure du coucher, c'est des choses qu'il faut garder, qu'il faut faire... il faut se coucher, je pense, régulièrement à la même heure et puis se lever régulièrement à la même heure. C'est ce qui permet déjà d'avoir d'automatiser un petit peu ton corps et tes process. Et puis moi, je pense que c'est vraiment le point primordial. S'il y avait un point à inculquer dans la routine, c'est les heures de coucher lever. C'est incroyable, c'est marrant. Moi, j'admire ça, parce que c'est marrant parce que d'un côté, je suis d'accord avec Nico, de l'autre côté, je me dis merde. Je fais pas du tout ça. Non, mais encore une fois, je parle pour moi, j'ai pas la science infuse. Justement, c'est ça qui est très intéressant. Je suis pas un ancien dans le game non plus. Non, mais il y a justement pas de bonne façon de faire. Non. Je voulais justement rebondir là-dessus, pour rebondir sur le fait que tu dises, c'est personnel. Ta routine, c'est toi qui la crée. Tu vas la créer à ton image, à ce qui te correspond à toi. Et moi, je me rends bien... Enfin, ça fait longtemps que toi et moi, on s'est rendu compte qu'on ne travaillait pas exactement pendant les mêmes heures. Moi, je me couche vachement plus tard et je me lève vachement plus tard. Et moi, c'est l'inverse. Et je suis relativement régulier là-dedans, même si c'est vrai que j'ai beaucoup plus de variance que toi. Toi, j'admire, mais toi, je pense que t'as peut-être été aussi conditionné par l'armée, peut-être, ou tout simplement le travail. C'est vrai que moi, j'ai jamais été employé, tu vois. Donc, j'ai jamais vraiment eu un rythme extrêmement sévère avec les études, ça changeait tout le temps. Peut-être que c'est ça, peut-être c'est juste moi qui suis un couche-tard ou un tir au cul génétiquement parlant, je ne sais pas. Je pense aussi, ce qui doit un petit peu conditionner ça, c'est aussi l'activité qu'on fait directement. Toi, tu fais de la création de contenu, tu peux travailler un petit peu comme tu le veux, donc tu peux faire tout ça. Moi, effectivement, c'est quelque chose qui me convient de travailler le matin et puis me coucher tôt le soir, parce que par définition, je suis déjà plus ou moins comme ça. Mais en plus, étant donné que j'ai une activité plus opérationnelle et que je suis soumis, je travaille avec des gens qui ont des heures de bureau, ça m'intéresse d'être là, tu vois, à 7h, 8h du mat pour répondre aux mails. Et puis, donc c'est aussi conditionné par tout ça. Mais après, je suis d'accord que la routine, il n'y a pas de routine par défaut qu'il faut appliquer. Le gros avantage de l'entrepreneuriat, c'est que, en tout cas pour les activités qu'on fait nous, où vraiment on est en nomade digital, c'est la possibilité de venir façonner ta journée comme tu le veux. Et il faut la façonner avant tout selon toi en tant que personne, les moments pendant lesquels tu serais le plus efficace. Et il faut vraiment trouver la méthode la plus adaptée à toi, tout simplement. Il n'y a pas de choses par défaut. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de moule. Justement, c'est le principe. Ouais. Tu sors du moule quand tu fais ça. Tu peux enfin créer ton propre moule. Plutôt qu'on t'impose la façon de faire, les horaires et tout ça. Finalement, tu as ce que tu voulais en faisant ça. Généralement, c'est être libre de créer toi-même ta routine. Donc, il faut la faire à ta propre image et il faut pas hésiter, justement. Même toi, tu dis, toi, ta routine, c'est travail, ensuite tu vas t'entraîner, parce que toi, tu t'entraînes genre 5 fois par semaine, tout... Ouais, mais un petit peu moins en qualité que toi, je me suis rendu compte de la séance qu'on a fait. Non, mais c'est dans le cadre de la routine, c'est ça qui est magnifique, c'est que tu as ta routine cadrée, tu vas faire ton sport au milieu de la journée, ça te permet de déconnecter, de faire autre chose, et puis on n'a plus besoin, encore moins sur ce podcast, il n'y a pas besoin de vanter les bienfaits de faire du sport, même pour les activités intellectuelles, ça te permet juste
te sentir bien et de te rafraîchir un peu, de te maintenir en forme, et plus t'es en forme, mieux tu travailles. Mais t'as ces choses, tu vois, il faut pas se dire, ok, je lance mon truc, j'ai plus de vie, je sors plus, je fais pas de sport, je prends pas soin de moi. Alors évidemment, personne se dit ça, mais ça peut tomber là-dedans. Et justement, décompresser avec les potes le soir de temps en temps, si tu sens que t'en as vraiment besoin, ça peut être ultra productif pour ton job, parce que tu te sens juste mieux dans ta vie et dans ta routine. Et c'est pour ça que c'est important de garder un esprit ouvert et de s'écouter soi-même, en fait. Tu vois, même si c'est vrai que c'est chiant à la fin d'une journée, quand t'as l'impression de ne pas avoir assez bossé et tout, t'as peut-être moins envie d'aller te dire hey, Balek, je vais aller mettre une mine avec mes potes ce soir. Ça, c'est le genre de sacrifice qu'il faut faire pour que ça marche parfois, je pense. Et évidemment, il y a des sacrifices quand même, mais ça reste remodelable. Et le lendemain, t'as une chance de refaire ça mieux, quoi. C'est ça. Et puis, pour en revenir à ça, effectivement, au moment où tu te façonnes un petit peu ta routine, je pense qu'effectivement, il faut au moment où tu l'as créée, venir intégrer les choses que tu veux absolument faire et que tu ne veux absolument pas écarter de ta vie. Typiquement, si tu aimes le sport, que tu as besoin de ça dans ta vie, il faut l'intégrer dans ta routine. Déjà parce que c'est un bon moyen, un bon échappatoire pour un petit peu souffler. Et puis, c'est quelque chose qui, au moins, tu ne développeras pas de frustration d'avoir écarté de ta vie quelque chose qui te tenait à cœur. Donc que ce soit le sport, que ce soit sortir avec des potes, que ce soit n'importe quelle activité qui te tient à cœur, je pense que c'est intéressant de l'intégrer dans ta routine, à condition que ça ne te prenne pas 5-6 heures par jour et que ça te sorte pas un peu de ce mood de travail non plus. Il faut garder une certaine ordre de priorité, mine de rien. Parce que là, on l'a pas mentionné, mais on peut le mentionner rapidement. Toi, tu as une copine depuis que tu t'es lancé là-dedans. Et donc, tu as quand même le temps, tu trouves quand même le temps de passer du temps avec elle. Alors, elle travaille la journée, donc vous voyez le week-end. Vous avez quand même des activités en commun. Et voilà, quand tu dis je travaille, mais tu arrives quand même à faire de la place pour ça. Non, mais c'est super important, évidemment. C'est super important parce que moi, justement, ma routine, je l'ai aussi façonnée par rapport à ça. C'est aussi pour ça que je me lève tôt et que j'essaie de bosser un petit peu pendant ces horaires. Parce qu'elle a ces horaires-là. Ça permet, tu vois, le soir et puis les week-ends, d'avoir des moments à deux. Et c'est primordial parce que le jour où tu fais une activité où au final tu coupes un petit peu les ponts avec tes passions, avec les personnes que t'aimes, c'est quelque chose malheureusement qui fera pas long feu. Et parce que tu ne pourras pas être épanoui sur du long terme, je pense, tu vois. Donc non, c'est important d'intégrer tout ça et puis de faire ça intelligemment, c'est sûr. Ouais. Par rapport à ce nomadisme digital, on a pas mal parlé. On a parlé un petit peu globalement des avantages, des inconvénients un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on creuse un tout petit peu plus, peut-être même plus sur les inconvénients, parce que les avantages, c'est généralement ce qu'on connaît. C'est justement on les connaît en général. C'est justement ce mec sur la plage avec son ordi qui te dit, qui va encore plus quand c'est un mec qui va t'apprendre à devenir nomade digital et à gagner ta vie sur Internet. On voit souvent des pubs comme ça sur YouTube. Souvent des pubs. Ah oui. Salut, est-ce que tu veux devenir millionnaire demain ? Salut millionnaire demain, dropshipping, tout ça. Ce genre de bail qui marche bien sûr, mais c'est vrai que c'est devenu un cliché maintenant un petit peu. Donc les avantages, voilà, indépendance géographique, horaire flexible, tu es le maître de ton temps, et c'est toi qui décides ce que tu fais tes propres horaires. Et puis au niveau des inconvénients, toi est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu vois à ça ? Non, les avantages, effectivement. Mais c'est marrant parce qu'on est... Excuse-moi, vas-y, je te coupais, vas-y. Non, mais au final, non, mais j'allais juste répéter les avantages que tu avais énoncés. Non, c'est ça, c'est le fait de pouvoir être un petit peu où tu veux géographiquement et puis gérer son emploi du temps et gérer ta vie comme tu veux, niveau timing. Mais ce que je trouve marrant, c'est que j'y pense là maintenant, mais en fait, personnellement, je suis indépendant géographiquement, je reste quand même chez moi tout le temps. Et je reste quand même en Suisse et je suis bien chez moi, j'ai pas envie de bouger au final. Et toi, ça t'a plus servi quand même, parce que tu as bougé un petit peu ces dernières années. J'ai bougé un petit peu, dans le cadre de mon travail d'avant, je bougeais un petit peu. Là, j'ai pas bougé pendant en mode nomade digital en Thaïlande pour bosser 2 mois, tu vois. Non. Moi, effectivement, c'est pareil. Je me trouve plus efficace dans ma routine de travail et puis dans ma vie tout court, en étant un petit peu comme toi. Ouais. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de partir bosser, aussi parce que j'ai ma copine, j'ai ma vie, j'ai mes potes qui sont là, donc c'est plus... T'es plus épanoui aussi en étant dans ta ville, peut-être. Mais ce qui était pratique, c'est que ta copine qui a fait des stages à différents endroits dans la France... J'ai fait le tour de France. Toi, t'as fait le tour de France parce que tu pouvais la suivre n'importe où, mine de rien. Ouais. Donc en fait, c'est aussi un gros avantage. Ça, c'était un avantage pour le coup. C'est un gros avantage parce que, effectivement, on a fait plusieurs villes dans le cadre de ces études. T'as été muté avec elle à chaque fois, comme ça, d'emblée. J'ai été muté et puis on m'a attribué la mutation. Ouais, on t'a dit, Nico, il a dit à Nico, tu pars à Bordeaux. Ouais. Non, mais ça, c'est un gros avantage. C'est clair qu'être libre géographiquement, soit tu pars pendant quelques mois bosser où tu veux, certes, mais soit, si t'es en couple avec quelqu'un ou que t'as une vie
ou que tout court, enfin, tu as envie de bouger, changer de ville, bah, tu peux le faire, parce que tu as juste besoin d'une connexion Internet et d'un ordi. En tout cas, pour les activités qu'on fait nous, hein, mais Ouais. c'est clair, c'est le gros avantage. Et au niveau des inconvénients, quels sont pour toi les plus gros inconvénients que tu verrais dans ce style de vie, parce que c'est un style de vie du coup, et dans ce métier? Et ben les inconvénients, le premier qui me vient, tu vois, bah, c'est notre cas tous les deux, c'est pas forcément le cas de tous les nomades digital, mais en tout cas c'est le fait de travailler seul. Nous, enfin moi en l'occurrence, je suis dans mon appart, je travaille derrière mon ordi, seul, donc après voilà, il faut accepter ça, il faut pas que ça dérange. Je suppose que ça dépend vachement du tempérament de la personne aussi. Toi comme moi, j'ai l'impression qu'on est un peu solitaire aussi, et puis ça ne nous dérange pas plus que ça de bosser seul. Je pense qu'il faut se sentir assez bien dans un environnement de travail où il n'y a pas de bruit si t'en fais pas, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Oui. Alors oui, tu peux essayer de pallier à ça, tu vois. Il y en a certains qui font ça, mais qui aiment bien aller dans des coworking, qui trouvent des coworking, Il y a possibilité. revoir cette ambiance un peu bureau, open space, tout ça. Si ça te déconcentre pas, on dira. Mais personnellement, moi, je me sens bien à travailler tout seul, et même je préfère travailler tout seul. Pareil. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, c'est difficile. Notamment, on l'a tous vu plus ou moins à différentes échelles avec le Covid et le télétravail. Certaines personnes, autant il y a certaines personnes qui s'épanouissaient beaucoup, j'ai entendu des histoires en mode bah c'est cool, moi je faisais mon taf en 6 heures au lieu de 8 et j'avais 2 heures de plus et tout ça et c'était génial. Autant il y en avait, c'était zéro motivation. Qui était hyper malheureux. Tu te connectes plus tard, tu te fais yesh tout seul, ça dépend de ton environnement. Ça dépend de vraiment de ton tempérament, quoi. C'est pas adapté à n'importe qui, c'est pour ça que c'est quelque chose aussi à prendre en considération, parce que quand tu passes du jour au lendemain dans une vie où tu côtoies du monde toute la journée, notamment dans une activité de salariat où tu travailles dans des bureaux, et que tu te projettes dans une vie où tu vas être seul, c'est clairement à prendre en compte. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu t'épanouirais là-dedans? Nous, oui, a priori, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est pas forcément le cas de tout le monde, donc à voir. Après, quoi d'autre comme... T'as d'autres choses négatives? Ouais, en fait, il y a le revers de la médaille de faire ses horaires, tu vois. Si tu fais tes horaires, il faut que tu arrives à te les faire respecter, tu vois. C'est qu'à la fois, t'es le patron et l'employé. C'est tellement plus facile, je trouve, hein, personnellement, j'ai eu ça surtout dans le cadre de mes études. Quand t'as un délai imposé, t'as une date butoir, t'as un truc précis à terminer à un certain point. C'est pas toujours le cas quand tu as un projet plus ou moins vague, c'est bien si tu arrives à fixer des délais, une espèce de roadmap avec des objectifs datés dans le temps, mais il faut être capable de se mettre un pied au cul en mode, bon, bah c'est l'heure de bosser maintenant. Et ça, c'est pas facile, c'est un inconvénient. Moi, je préférerais avoir tout ça, mais avec quand même, genre, je sais pas, j'aurais pas envie d'avoir un patron, tu vois, mais j'aurais bien envie d'avoir plus facilement un cadre qui me force à faire les choses. Et ça, j'essaie de me l'auto-imposer, mais c'est pas toujours facile de créer des combines mentales pour s'autodiscipliner. Je sais pas comment toi tu vois, comment tu vis le truc au quotidien. Ah, c'est vrai que c'est clairement un des points négatifs, parce qu'il faut réussir à avoir de la rigueur, avoir de la discipline, ou en tout cas se l'inculquer rapidement parce que personne ne te pousse. Donc non, c'est primordial. Au final, une des solutions qui permet de plus ou moins arriver vers ça, c'est travailler dans une routine de travail qui te pousse un petit peu à faire tout ça. À automatiser en fait certaines choses, en mode si tu t'arrives à automatiser le fait que moi le matin je me lève, je bosse pendant 3 heures, au moins tu sais que tu dois bosser pendant 3 heures. Tu vas au moins être en train de faire semblant de bosser, donc t'es devant ton ordi dans le bon truc. Ouais, et puis j'ai l'impression aussi que le corps s'habitue un peu quand je me rends compte, à force de réitérer les mêmes choses, en fait je me pose plus la question, est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas, est-ce que j'ai le choix? Je me pose naturellement sur ma routine, et je pense qu'au début effectivement il faut forcer un petit peu, mais une fois que tu as passé un certain temps, qui est pas forcément très long d'ailleurs, à t'imposer une routine, ton corps l'a juste assimilé comme automatique, et tu passes en mode, tu fais les choses plus ou moins naturellement, et en fait tu t'es inculqué cette rigueur. Je suis pas sûr que ce soit si long que ça à inculquer et à automatiser. C'est clairement c'est clairement la définition en fait d'un genre d'habitude, quoi. Ouais. C'est vraiment au début il faut user de discipline pour faire les choses, pour aller au sport au début, et à terme ça peut devenir une habitude tellement ancrée que c'est exactement ce que tu as dit, et ce que je trouve cool et ce que j'essaie de faire pour la plupart des choses que je fais, c'est que tu te poses même pas la question de si tu as le choix. C'est même pas tu te dis est-ce que j'ai envie de faire ça, c'est non, est-ce que j'ai envie d'aller c'est normal, pourquoi je le ferais pas en fait. Est-ce que j'ai envie d'aller pisser 4 fois par jour, et tu te poses pas la question de si t'as envie, tu le fais parce que il le faut, quoi, tu vois. Et typiquement il y a des choses qui sont ultra ancrées et ultra automatisées qu'on aperçoit peut-être même plus, mais le matin, en l'occurrence toi tu manges pas le matin, mais des personnes qui se réveillent le matin à moitié dans le brouillard, tu vois,
qui se dirigent dans leur cuisine, qui vont te préparer le petit-déj, tout ça c'est automatique. Quand tu vas sur ta machine à café, tu réfléchis plus, tu fais les choses, tu fais les choses instinctivement, et en fait c'est le genre de choses en réitérant un petit peu ta routine de travail, tu seras dans le même mood que ça. Bon, je te parle pas de devenir un robot non plus, c'est pas le but. Ouais, mais il faut trouver le juste milieu. Moi, on m'a déjà reproché un certain temps, on m'a reproché d'être un peu robotique, à certains proches et tout. Et je trouve je pense personnellement qu'il faut trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que les robots, ils peuvent être très efficaces pour certaines choses, notamment certaines tâches automatiques, pénibles. Être capable de se mettre un peu en mode robot de temps en temps, ça peut aider, mais il faut trouver le juste milieu. En fait, je pense pas qu'il faut l'appliquer pour toute sa vie. Il faut l'appliquer vraiment pour les tâches qu'on juge à haut potentiel au final être capable de déconnecter ton cerveau temporairement, tes émotions et ton ressenti vis-à-vis de ce que tu es en train de faire, c'est une compétence de fou en fait. C'est ça. Être capable de faire les choses chiantes que t'as pas envie de faire, mais qu'il faut que tu fasses, et en fait c'est là où tu peux faire la diff aussi dans ce milieu, c'est que il y a énormément de personnes qui vont buter à cet endroit-là, qui vont pas réussir à faire le petit pas en plus de la petite chose pénible que personne n'a envie de faire. Toi en le faisant, si toi t'arrives à le faire, tu peux te démarquer. C'est même ça que tu peux te dire pour te motiver, tu vois. Tu te dis, à la limite, t'arrives devant ce truc, putain, c'est super chiant, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et si je le fais, je dépasse les autres là-dessus. C'est ça, tu vois, après, ça reste un peu des combines un petit peu, mais tu peux voir ça comme une course. Comme moi, je me souviens, j'en ai même parlé sur ce podcast l'année dernière, c'est entre Noël et Nouvel An, j'ai l'impression que tout le monde se la touche un petit peu plus, tu vois, c'est tranquille, tu prends ton temps, puis moi je suis là en mode, ouais, vas-y, c'est l'occasion que j'ai pour prendre de l'avance, tu vois. Je prends de l'avance sur toute la planète, là, vas-y, puis je me sens chaud tout seul. Je suis toujours tout seul dans ma chambre, mais je me sens plus chaud, tu vois. Ouais. Il fait des pompes, tout ça, tu vois. Je me fous des claques dans la gueule. De toute façon, je pense qu'on est tous les d'accord pour dire que voilà, c'est quand même un enchaînement de combines mentales, l'entrepreneuriat. T'as différentes choses à assimiler, et il faut aussi s'auto-convaincre sur des choses pour se rassurer et pour se donner un coup de pied au cul pour y aller vraiment, quoi. Donc non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Un autre inconvénient qui me vient en tête, que moi je vis particulièrement, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais je pense que ça se mélange un petit peu, c'est le fait que quand t'es entrepreneur, nomade, etc., que tu fais tes propres horaires, eh ben, c'est bien plus facile d'avoir une limite un petit peu floue entre, mettons, la vie privée et la vie professionnelle. Le fait de, je vais travailler ce soir, je vais travailler ce week-end, je travaille tout le temps, en fait. Ou à quel moment est-ce que je travaille, à quel moment est-ce que je travaille pas, sachant que quand je travaille pas, j'y pense peut-être quand même, tu vois. Donc, moi, je sais que j'ai un peu mal à faire tout ça, encore plus parce que je documente un peu ma vie parfois et tout ça. Comment toi, tu le vis? Parce que toi, tu travailles quand même depuis chez toi, t'as quand même une copine qui a envie de passer du temps avec toi le week-end. Je sais que le week-end, on s'écrit pour le travail aussi. Comment est-ce que tu vis ça, toi? Ça, il fallait pas le dire, ça. Non, j'essaye justement de gérer tout ça au mieux. C'est vrai qu'au début, j'ai eu quelques problèmes. Ouais, non, c'est pas forcément un point négatif. Au début, j'ai eu quelques petits soucis avec ça au niveau de tout ça, parce que j'étais trop à fond, dans le sens où je travaillais tout le temps, même le week-end, et même les moments où j'étais au resto avec ma copine. Des fois, j'avais mon téléphone en dessous de la table et j'envoyais des mails, tu vois. Oh putain, il est chaud. Je te répondais. Ah, il est chaud. Oh putain, c'est à moi que tu répondais en plus. Je me sens mal. Là, il y a son ego du coup qui est monté là. J'étais plus important que sa meuf à ce moment-là. Non, mais ça, c'est les petites erreurs que j'ai fait au début. Ah, Eric est chaud. Non, c'est les petites erreurs que j'ai fait au début, parce que c'est vrai que quand t'es entrepreneur, et encore plus quand tu bosses depuis chez toi, pas dans des bureaux, que t'as pas des horaires carrés, eh ben, tu peux avoir tendance à mélanger un petit peu le pro et le perso. Et je pense que c'est intéressant, sans forcément pénaliser ton travail en mode je travaille beaucoup moins, mais c'est intéressant quand même de mettre en place des petites limites pour plusieurs raisons. Déjà pour respecter les personnes avec qui tu vis et pour leur passer du temps avec elles, ce qui est primordial pour être heureux et s'épanouir, je pense. Et puis aussi pour avoir dans son cerveau des petites limites qui te font te dire un jour où potentiellement tu as un peu moins de motivation, ou que tu te dis, ou que tu retraces ta vie un petit peu, et ben en fait dans ton cerveau tu auras des limites entre tes moments de travail et puis tes moments perso, et tu te diras non mais en fait, au final je travaille pas tout le temps, il y a plein de moments où je suis libre, où je suis un petit peu ma vie et tout ça. Et ça peut te permettre aussi parce que moi j'ai un problème, et je sais que, enfin un problème, et je pense que c'est un problème qui peut être assez récurrent là-dedans, c'est le fait que quand je travaille pas, il y a un petit sentiment de culpabilité entre guillemets qui pourrait poindre comme ça en mode tu pourrais bosser en fait, tu pourrais bosser. Et le fait de réussir à poser ces petites barrières et de réussir à switcher d'un mode à l'autre, comme tu l'as dit, ça peut permettre de aussi mieux profiter de ces moments en mode non, je fais autre chose, mais c'est bien, il faut. Ouais, clairement. Mais je ressens la même chose que toi quand je reçois quelque chose
Au final, bon, quand je suis le week-end par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple, je suis samedi matin, je suis sur mon téléphone, parce que le gros problème aussi c'est que nous on travaille pas mal sur notre téléphone, et le téléphone c'est typiquement la chose où tu mélanges le perso et le pro, à moins d'en avoir deux, mais on n'est pas arrivé à ce stade non plus. Pas encore. Mais du coup, quand je suis dans mon canapé, je sais pas, le samedi matin, et je reçois un mail potentiellement par rapport au travail, et ben je me dis, en fait si je le traite maintenant, le problème est résolu, et puis et ça repart direct. Alors que soit je le fais maintenant, soit je me dis, bon, je le fais lundi matin. Et je me dis, mais en fait, c'est con, parce que samedi dimanche, en fait, ça aurait pu être trop petit, on aurait pu vendre plus, ou je sais pas. Et en fait, c'est là que maintenant, ce que je fais, c'est que je partage un petit peu les choses en deux catégories. La catégorie vraiment important, urgent, et il faut que je le fasse, sinon ça a un impact sur le business, et un impact certain sur le business. Et puis, l'autre partie où, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qui peut avoir de l'impact, mais c'est pas un impact suffisamment important, ou en tout cas c'est un truc qui est très léger, c'est juste un petit truc à optimiser. Ou c'est et ça peut urgent, attendre lundi, en fait. tu vois. Surtout ça peut attendre. C'est pas urgent. Et ça m'arrive le samedi dimanche de bosser sur les choses urgentes qui arrivent, parce que même le week-end, même en dehors des heures de bureau, tu as des choses, notamment nous qui sommes en e-commerce, on est sur des boutiques qui fonctionnent H24, 7 jours sur 7, t'as constamment des petites choses à corriger, et j'essaie de départager l'urgent du non-urgent. T'arrives à les catégoriser maintenant, quand tu vois un truc, tu te dis, ok, ça il faut que je le fasse maintenant, ou alors ça, ok, ça, lundi, disons que ça passe. Il y a des choses qui se catégorisent un peu toutes seules, tu vois, il y a des choses, je me dis, ça si je vais pas, en fait, là, il y a un gros problème qui va se mettre en place rapidement, tu vois. C'est vrai que vu que t'es dans l'opérationnel beaucoup, t'es un peu, enfin Nico, c'est un peu le point névralgique de tout le back-office, c'est-à-dire que si Nico il peut plus taffer pendant 2 semaines, sans Nico ça tourne pas en fait derrière. Ça peut, parce qu'il y a des choses qu'on peut plus ou moins automatiser, mais ça peut coincer à ton niveau quand même, certains ça trucs. peut coincer. Ça peut coincer parce que moi au final je suis le maillon d'une chaîne logistique par exemple, et comme tout maillon, s'il y a un maillon qui bloque, il y a l'ensemble qui peut s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut que je reste très vigilant, et les choses urgentes, les traiter rapidement. Donc ça, il n'y a pas de souci pour bosser ça le soir ou le week-end. Ça arrive de moins en moins parce qu'on essaye d'anticiper un petit peu plus les choses qu'avant. Mais voilà, les choses qui le sont un petit peu moins, par contre, j'essaye de les faire pendant les horaires un peu plus ouvrés, on dira, qui sont inculqués dans ma routine. Et puis, histoire de départager ces moments perso de pro un peu plus. Ouais. Et pour terminer gentiment, enfin, je me posais un peu des questions. C'est un peu vague, tu vois, comme question. Je suis curieux d'avoir un petit peu ton ressenti là-dessus. Je sais que ça parle. Il y a beaucoup de personnes qui posent ce genre de questions. Alors, comment est-ce que tu fais pour te discipliner au quotidien ? On en a parlé un petit peu déjà avec la routine et tout ça. Est-ce que pour toi, être discipliné, être motivé, c'est la même chose ? Est-ce que tu te sens tout le temps motivé ? Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens pas motivé ? Comment tu fais pour bosser quand même quand t'es pas motivé, ou quand il le faut Disons que... Est-ce que t'as un petit... Parce que tout le monde raffole de ce genre de petits tuyaux là. Et je trouve pas la motivation, comment faire ? Est-ce que toi, comment tu te vois là-dedans ? Je pense encore une fois que c'est vraiment spécifique à chacun. Après, pour parler de moi à proprement parler, il y a des moments, effectivement, même si j'essaie de me discipliner au maximum, où j'ai une motivation qui est plus ou moins forte. Il y a des moments où je suis un peu immotivé. Donc c'est typiquement ce que j'ai réussi, ce que j'essaye d'inculquer dans ma routine. J'en ai parlé tout à l'heure, j'essaye de séquencer un peu les périodes de travail. J'essaie de limiter à 3 heures les périodes de travail continues. C'est pour ça que je séquence en faisant, après mon lever le matin, 3 heures de travail, ensuite salle de sport, ensuite travail, ensuite je mange, ensuite travail, ensuite pause. Et en fait, le fait de séquencer 3 heures, je fais 3 heures, pourquoi ? Parce que je remarque qu'après 3 heures, personnellement, je suis un peu moins efficace dans mon travail. Donc je vois pas l'intérêt de pousser une 4e heure d'affilée, quitte à avoir une heure qui est pas optimisée. Donc moi j'ai fait ça comme ça parce que c'est le cas. Si pour toi c'est 2 heures, tu fais 2 heures, tu fais davantage de pauses. Mais je pense qu'en fait, si t'es pas motivé, si t'as une perte de motivation, soit tu passes sur quelque chose qui te motive davantage, parce que t'as potentiellement différentes choses sur lesquelles bosser, soit derrière tu te fais une petite pause où ça sert à rien de passer 3 heures devant un ordi, devant un truc qui avance pas. Il faut... Et en plus, tu te vois constamment perdre du temps, pas avancer. Du coup, tu te rabaisses peut-être encore plus en mode putain, j'ai une merde, ça fait 1 heure que je fais rien. Ah, ça fait 1h30 que je fais rien, etc. Ouais. Et c'est pas con, ce que tu as dit, ça me fait rebondir, penser à un truc, c'est qu'effectivement, quand t'es pas motivé par quoi ? T'es pas motivé à l'idée de faire cette chose, souvent. Cette chose ou une autre. Tu vois, ou éventuellement une autre, mais est-ce que tu arrives à trouver autre chose qui peut t'aider à avancer vers ton objectif, ou qui peut contribuer un petit peu, et le faire ?
Parce que typiquement, l'exemple, d'ailleurs on en parlait tous les deux l'autre jour rapidement, c'est vrai que parfois moi je dois faire des trucs un peu opérationnels, un peu administratifs, et parfois souvent je dois faire des trucs créatifs, je dois me poser devant une feuille blanche, je dois créer des trucs, et des fois j'ai pas la motivation, j'ai pas l'inspiration. Alors c'est l'inspiration, tu vois, des fois j'ai pas envie en fait, ou j'arrive pas à me mettre devant et j'ai pas envie, et c'est vrai que des fois je me dis, ah mais alors ce que je peux faire, c'est cette tâche bien robotique, j'ai pas besoin de réfléchir, genre je dois répondre à des emails ou envoyer des trucs, faire de l'administratif et tout. Je me dis ça, ok, ça je peux le faire parce que j'arrive à déconnecter mes émotions et ça, il y a un résultat qui est garanti, tu vois. C'est que dès que j'ai répondu à un email, l'email il est validé, c'est sûr, j'ai réussi et ça peut me booster un petit peu. Alors que le truc créatif, ça se trouve, j'écris une page, mais c'est de la merde, je dois tout recommencer. Là, c'est une valeur sûre, l'administratif, ou tu vois, certaines tâches un peu comme ça, ce qui fait qu'ensuite, ça te met un petit peu le momentum, ça me met un petit peu dans l'élan. J'ai réussi un petit truc, je suis content, j'ai réussi un deuxième email, je suis content. Après, je suis content, je me dis... troisième email Trois, là, c'est chaud. Et là, je me sens plus après 3 emails, tu vois. Du coup, je me dis, putain, vas-y, je vais attaquer ce script de vidéo et tout. Et parfois, il suffit de se mettre en mouvement pour qu'ensuite tout le reste te semble c'est intéressant ce que tu dis. Plus facile. C'est vrai qu'à partir du moment où tu t'es lancé dans le travail, potentiellement la perte de motivation que tu avais au début, peut-être qu'elle est passée. Peut-être que vu que tu as commencé, tu peux plus facilement poursuivre en plus. Donc c'est une bonne idée au final, quand une tâche ne te motive pas, de basculer potentiellement sur une tâche qu'il fallait que dans tous les cas que tu fasses, qui te motive davantage ou en tout cas qui te demande moins de travail, de réflexion ou je ne sais quoi, pour véritablement te lancer, faire quelque chose. Et peut-être que par la suite, tu pourras revenir sur la tâche numéro 1. Et si c'est pas aujourd'hui, mais c'est demain, au moins tu auras avancé autre chose que tu aurais dû faire éventuellement, même si c'était peut-être moins urgent, moins important à terme, tu aurais dû le faire. Et ça me fait penser un peu à cette idée ou cette règle que tu peux t'auto-imposer des fois où tu vois, t'as pas envie de faire du sport, t'es pas motivé pour faire du sport. Et en fait, tu te dis, je vais juste aller courir 10 minutes. Tu vois, j'ai dit, ok, 10 minutes, je cours 10 minutes. Juste 10 minutes. Après 10 minutes, j'ai le droit de rentrer et je serai content et je pourrais j'aurais fait ma petite part du truc. Ça peut être plus facile de se dire, ok, je vais courir juste 10 minutes plutôt que de te dire, il faut que j'aille courir 1h20 parce que putain, j'ai fait la teuf hier soir et j'ai des trucs à rattraper. Et tu dis, juste 10 minutes, ce sera déjà bien. Et la magie de la chose, c'est si t'arrives à nouveau, c'est une espèce de combine, mais si t'arrives à te convaincre de faire ça, au bout de 10 minutes, t'es lancé, t'as mis tes chaussures, t'es en pleine course, tu dis, perdu pour perdu, je continue et je vais faire mes 45 minutes, tu vois. C'est pas con ça, mais je sais pas si moi ça marcherait, tu vois, parce que... Il faut vraiment s'auto-convaincre, hein. Je pense que mon corps il se dirait, non, t'es en train de me mentir là. T'es en train de m'en mettre une par derrière, mon con là. Ouais. Mais oui, non, ça marche pas à tous les coups, on est d'accord, mais ça peut valoir la peine d'essayer, tu vois. De toute façon, il faut essayer, et puis il y a vraiment des méthodes qui sont propres à chacun, et puis il faut juste trouver la sienne. Il faut tester des trucs sur soi. À nouveau, créer sa routine, c'est des tests, c'est des essayer, ça marche pas. Réussir à s'auto-convaincre de certaines choses, ça marche pas, ça dépend les gens. Tester les choses et puis essayer de trouver ce qui fonctionne et ensuite l'intégrer dans quelque chose d'un peu vertueux dans lequel tu puisses juste t'intégrer toi-même et... Je pense qu'on tient un truc, là, tu vois. Tu crois? Ouais, je sais pas, on va peut-être résumer ce que les gens normaux qui travaillent bien font. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Après, voilà, effectivement, il faut pas oublier que chaque personne est différente et puis qu'il faut passer du temps. Et puis, une routine, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut la concevoir. Par définition, du coup. Là, c'est... Ouais, par routine, ça prend du temps, par définition. C'est une succession d'habitudes qui prennent chacune individuellement du temps à être... Je te garantis pas que dans 6 mois, ma routine sera la même qu'aujourd'hui. Elle sera peut-être encore plus appropriée, encore plus personnalisée. Et non, c'est quelque chose qui se travaille. Et puis, et voilà. Il faut la trouver. Il faut la chercher. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à tous ceux qui sont un peu perdus dans leur routine actuelle. On espère que ça aura pu donner quelques petites pistes de réflexion, d'implémentation dans chacune des routines qui nous écoutent. On espère. On espère. Nico, tu sais ce que je demande aux gens normalement quand j'invite des gens sur le podcast, je leur demande où est-ce que t'aurais envie qu'on renvoie les gens qui veulent en savoir un peu plus sur ce que tu fais au quotidien, Nico. Ou les renvoyer sur la boutique. Sur la boutique. Je n'osais pas le dire, je me disais, c'est un peu trop de promo dans le podcast. ericlac.com, si jamais tu veux voir le travail de Nico. Au SAV, des fois, il est là avec le troisième membre de notre équipe, avec lequel on a travaillé aussi à Bordeaux, Esteban, qui risque de répondre aussi au SAV si jamais, et aux emails et à toutes les questions, et on essaie de faire tourner ça
tous ensemble. Petit à petit, ça fait 3 ans, on met des petites pierres tous les jours, et puis ça commence à faire on essaye de... une petite maison, gentiment. Ouais. Petite maison, une petite maisonnette. Une petite maisonnette, ouais. Moi, je m'y plais bien dans cette maisonnette. On va bientôt pouvoir habiter dans la petite maisonnette. Une maisonnette sympa, ouais, on est bien. Ouais. Bon, bah Nico, c'est un tout petit peu off, mais ça m'a fait plaisir de venir ici et de pouvoir taffer avec toi, parce qu'avec Nico, on se voit une fois par an. Quelque chose comme ça. On se voit pas souvent. Ouais, parce qu'on s'envoie des messages vocaux toute la journée, on s'envoie des messages vocaux tous les jours. Vraiment toute la journée, genre toutes les 10 minutes. Ouais, tu vois. Ça part, on se fait des petits zooms, des petits Skype, on fait des calls avec les différentes personnes avec lesquelles on travaille aussi des fois, mais on se voit assez rarement et c'était quand même cool, même si j'aime bien travailler tout seul, c'était cool de travailler avec toi non, ça fait plaisir. Pendant ces quelques jours, et tu m'as fait visiter La Rochelle, Bordeaux, tout ça, c'était vraiment... Ouais, c'était bien sympa. Ça fait plaisir, et puis à refaire au plus vite. Ouais. Bah Nico, merci pour ton temps et tes petites pépites de discipline et d'inspiration. J'espère que ça aura pu apporter... on a fait ce qu'on a pu pour essayer d'apporter de la valeur à tous ceux qui écoutent, et puis merci Nico. Merci Eric. Vas-y, check-moi ça. Là, on check. Putain, vas-y. Voilà, merci énormément à ce gros beau gosse de Nico avec qui j'apprécie beaucoup travailler depuis ces 3 dernières années. On n'a pas parlé du fait qu'on puisse lancer un projet comme ça, pas tout seul, qu'on puisse le lancer à 2, exactement comme lui et moi on a fait d'ailleurs. On gardera peut-être ça pour un autre épisode. On voulait pas trop approfondir dessus parce que ça aurait été trop long, mais c'est vrai que de trouver quelqu'un avec lequel lancer un projet, c'est encore un autre sujet, donc ça peut éventuellement valoir un épisode dédié. On verra ça pour l'année prochaine peut-être. Merci encore pour tous les partages du podcast, pour tous ceux qui laissent des reviews sur iTunes, qui m'envoient des petits messages privés juste pour me dire « Hey, regarde Eric, t'es mon podcast numéro 1 ». Moi, ça me fait méga plaisir de voir ça. Et du coup, je réponds et ça me fait plaisir. Voilà. Rendez-vous semaine prochaine, probablement vendredi ou samedi d'ailleurs, je précise tout de suite, parce que le prochain épisode devrait sortir en même temps qu'une vidéo YouTube. Et vu qu'il est complémentaire avec la vidéo, parce que je ne suis pas tout seul et que les deux vont aller ensemble, j'ai envie de les sortir en même temps. Et cette vidéo ne pourra pas sortir avant vendredi ou samedi de la semaine prochaine. Voilà, comme ça t'es prévenu. Il y aura pas de... C'est pas un retard, mais ce sera un retard prémédité. Voilà, comme ça je m'auto-excuse d'avance. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai encore plein d'idées de sujets perso que j'ai envie de faire. J'ai encore 2 interviews qui sont déjà filmées, qui sont au chaud, qui demandent que à être publiées. Bref, ce podcast a encore de beaux jours devant lui, je l'espère. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Merci à toi qui a passé plus ou moins de minutes à écouter ce podcast pendant cette année 2021 qui n'est pas encore terminée, mais j'en profite pour remercier parce que je suis en plein dans tout ça avec ce dont j'ai parlé au début de l'épisode. Voilà, merci pour ton temps, pour ton attention, encore et toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sans aucun ASMR dedans. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi.